Profondément enfoui dans les collines de l'Est de l'État de Washington, se trouvait un lieu qui, pour certains, n'était qu'une légende, mais pour d'autres, un mystère qui n'avait jamais été totalement élucidé. C'était un trou, mais pas n'importe quel trou. C'était un gouffre sans fond, connu sous le nom de Mel's Hole. Une profondeur insondable qui semblait défier les lois de la physique. Pendant des années, il était resté caché, jusqu'à ce qu'il commence à faire surface, au sens propre du terme. L'histoire commença avec un appel téléphonique le 21 février 1997. Un homme du nom de Mel Waters contacta l'émission de radio Coast to Coast AM, une émission consacrée aux phénomènes inexpliqués. Mel raconta l'existence d'un trou sur sa propriété, près d'Ellensburg, dans l'État de Washington. Il affirma qu'il était si profond qu'il semblait n'avoir aucun fond. Mais ce n'était pas la seule chose qui le rendait extraordinaire. Les légendes autour de ce trou étaient anciennes. Les peuples autochtones de la région racontaient déjà des histoires sur un abîme surnommé le Trou du Diable. Ils l'évitaient, persuadés qu'il était habité par des forces obscures. Tout ce qui y était jeté disparaissait à jamais. Pourtant, les habitants de la région s'en servaient comme une sorte de décharge. Meubles cassés, vieux appareils électroménagers, tout y était englouti, sans jamais refaire surface. Mais personne ne posait de questions. Jusqu'à ce que Mel commence à enquêter. Curieux de connaître la véritable profondeur du trou, il décida d'expérimenter. À l'aide d'une canne à pêche et d'une longue corde, il entreprit de mesurer l'abîme. Il attacha un poids de 100 livres, environ 45 kg, à la corde et le laissa descendre. Des centaines de mètres, puis des milliers. Pourtant, le fond restait introuvable. Finalement, après avoir relié plusieurs bobines de fil, il réalisa que sa ligne avait déjà dépassé 24 km de profondeur et toujours aucun signe du moindre fond. Mais les événements les plus étranges ne firent que commencer. Mel effectue d'autres tests. Il fixa un paquet de sucettes au bout de la ligne pour voir si le trou contenait de l'eau, car les bonbons auraient dû se dissoudre au contact de l'humidité. Pourtant, lorsqu'il les remonta, elles étaient intactes. Pas d'eau, pas de fond, seulement les ténèbres. Puis vinrent les hommes en combinaison de protection. Mel réalisa rapidement qu'il n'était plus seul. Des traces de pneus inconnus dans la boue, des empreintes de bottes épaisses, autant d'indices que quelqu'un surveillait son terrain. Un matin, alors qu'il tentait d'y accéder, il fut arrêté par un groupe d'agents gouvernementaux vêtus de combinaisons jaunes. Ils lui annoncèrent qu'il n'était plus le bienvenu. La raison invoquée? Un prétendu crash d'avion à proximité, transformant la zone en secteur interdit. Mais Mel savait que cela ne pouvait pas être vrai. Aucun débris, aucune information dans les médias, rien n'indiquait qu'un accident s'était produit. La situation s'aggrava encore. Quelques jours plus tard, des militaires firent leur apparition. Un haut gradé s'approcha de Mel et lui fit une offre. 250 000 $ par an, à vie, s'il quittait immédiatement les lieux et n'y revenait jamais. S'il refusait, ils sous-entendirent qu'il pourrait facilement être accusé d'un crime, par exemple, la découverte soudaine d'un laboratoire de drogue illégal sur son terrain. Le message était clair, accepter l'argent et disparaître, ou se préparer à en subir les conséquences. Mel comprit qu'il n'avait pas le choix. Le gouvernement était déterminé à prendre le contrôle du trou. En quelques jours, sa propriété fut réquisitionnée, son nom effacé des registres officiels. Ses voisins, qui autrefois pouvaient s'approcher du trou, trouvèrent désormais des gardes armés interdisant tout accès. Puis vint l'élément le plus troublant. Le trou lui-même disparut des images satellites, comme s'il n'avait jamais existé. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Des années plus tard, des chercheurs allaient se lancer à la recherche du trou. Et ce qu'ils allaient découvrir était encore plus terrifiant que tout ce que Mel avait pu raconter. Les années passèrent, mais la légende de Mel's Hole ne disparut pas. Au contraire, elle attira de plus en plus de chercheurs curieux, d'aventuriers et de documentaristes, tous résolus à découvrir la vérité. En 2002, un groupe de chercheurs amateurs se lança à la recherche du mystérieux trou. Ils arpentèrent les forêts du comté de Kittitas, examinèrent d'anciennes cartes et interrogèrent des habitants qui connaissaient l'histoire de Mel. Mais un problème se posa. Le trou avait disparu. La région avait changé. Si le gouvernement était réellement intervenu pour dissimuler le trou, il avait accompli un travail remarquable. Certains pensaient qu'il avait simplement été comblé,
D'autres supposaient qu'il avait été recouvert par un aménagement artificiel. Les chercheurs étaient sur le point d'abandonner lorsqu'un d'entre eux tomba sur quelque chose d'étrange. Une zone où la Terre semblait perturbée, se distinguant du paysage environnant. Le sol paraissait creux. Armés de pelles et d'équipements, ils commencèrent à creuser. Pendant des heures, ils fouillèrent la terre jusqu'à heurter une surface rocheuse étrangement lisse. C'était un trou, exactement comme Mel l'avait décrit. Mais quelque chose était différent. Les parois étaient anormalement régulières, comme si elles avaient été façonnées par autre chose que la nature. Il n'y avait ni trace de végétation, ni humidité, ni poussière. Tout était stérile. Les chercheurs préparèrent leur matériel. Ils descendirent une caméra équipée d'une source lumineuse dans l'abîme. Au début, tout semblait normal. Des parois sombres et lisses, s'enfonçant apparemment à l'infini. Puis, à environ 300 pieds de profondeur, la caméra captura quelque chose d'inhabituel. Une faible lueur pulsante. Ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle vacillait de manière rythmique, presque comme si elle avait une volonté propre. « Est-ce que ce sont des organismes bioluminescents ?» chuchota l'un des chercheurs. Mais cela n'expliquait pas pourquoi la lumière clignotait dans un ordre si précis. Soudain, quelque chose bougea. Une ombre traversa l'écran, obscurcissant la lumière une fraction de seconde, avant de disparaître. Le groupe se figea. Ils s'attendaient à tomber sur des formations rocheuses inhabituelles, voire une cavité supplémentaire. Mais pas sur cela. Ce qu'ils virent remettait en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur la nature de ce trou. Ce n'était pas un gouffre ordinaire. Ce n'était pas simplement un abîme sans fond. C'était vivant. Mais avant qu'ils ne puissent approfondir leurs recherches, quelque chose d'inquiétant se produisit. Leurs appareils commencèrent à mal fonctionner. La caméra s'éteignit, leurs communications grésillèrent, et les relevés de température chutèrent à des niveaux anormalement bas. « Quelque chose ne va pas », murmura l'un des chercheurs en reculant nerveusement d'un pas. Puis, sans prévenir, le sol trembla légèrement sous leurs pieds. Un bruit sourd, à peine perceptible, s'éleva des profondeurs. Ce n'était ni du vent, ni un écho, c'était autre chose. Quelque chose que personne d'entre eux n'avait jamais entendu auparavant. Paniqués, les chercheurs décidèrent de remonter leur matériel. Mais à peine eurent-ils récupéré la caméra, qu'ils découvrirent que l'objectif avait fondu. Quelque chose, au fond du trou, avait dégagé une chaleur si intense qu'elle avait déformé la surface en verre. Mais il ne s'agissait pas uniquement de chaleur. En visionnant les enregistrements, ils remarquèrent là-haut quelque chose d'encore plus troublant. Des images déformées, des ombres indistinctes en mouvement, et un son, un bourdonnement grave et vibrant qui résonnait à travers les haut-parleurs. Les chercheurs savaient qu'ils étaient confrontés à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Mais avant même qu'ils ne puissent réfléchir à la suite des événements, ils entendirent au loin des moteurs vrombir. Des véhicules approchaient. Beaucoup de véhicules. « Il faut partir d'ici », dit l'un des hommes, et le groupe s'empressa de rassembler son équipement. Trop tard. À peine eurent-ils rangé leurs caméras que plusieurs voitures aux vitres teintées firent irruption. Des hommes en vêtements sombres en descendirent, certains portant des combinaisons de protection. L'un des chercheurs tenta de parler, mais avant qu'il ne puisse réagir, un sac lui fut brusquement passé sur la tête. Puis tout devint noir. L'obscurité, lourde, impénétrable, comme si elle s'infiltrait dans l'esprit. Des sons filtrèrent à travers le brouillard de l'inconscience. Le grondement d'un moteur, des voix lointaines et étouffées. Puis un à-coup soudain. Le silence. Les chercheurs reprirent conscience un à un. Leurs têtes bourdonnaient, leurs membres semblaient engourdis. Ils se trouvaient dans une pièce sans fenêtre, faiblement éclairée par une unique lampe suspendue au plafond. L'air était froid et dégageait une odeur métallique. « Sean, qu'est-ce qui s'est passé ?» gémit l'un des hommes. Personne n'avait de réponse. Ils étaient 5 au départ. Mais à présent, ils ne comptaient plus que 4. L'un de leurs compagnons avait disparu. Soudain, la porte s'ouvrit. Un homme en costume impeccable entra dans la pièce. Son visage était impassible, ses gestes maîtrisés. Il prit un instant pour observer le groupe, puis parla d'une voix calme et assurée. « Vous étiez au mauvais endroit. Vous avez vu des choses qui ne vous étaient pas destinées. » Les chercheurs échangèrent des regards incertains. Aucun d'eux ne savait quoi répondre. L'homme s'approcha. « Je vais vous laisser le choix, poursuivit-il. Vous pouvez quitter ces lieux aujourd'hui,
Vous serez payé, vous oublierez ce que vous avez vu et vous ne reviendrez jamais. Ou vous restez, et croyez-moi, vous ne voulez pas ça. Quelqu'un se racla la gorge. Et si nous partons et que nous parlons quand même? Un mince sourire effleura le visage de l'homme. Vous ne le ferez pas. Les chercheurs comprirent qu'il n'y avait pas de négociation possible. Ils n'avaient aucun moyen de se défendre, et l'absence soudaine de leurs compagnons laissait deviner ce qui arrivait à ceux qui ne respectaient pas les règles. Quelques heures plus tard, ils furent relâchés dans un endroit inconnu. Leurs caméras et leurs notes avaient disparu. Tout ce qui leur restait de leur découverte, c'était leur mémoire, et la terrible certitude qu'ils avaient franchi une limite qu'il n'aurait jamais fallu toucher. Mais tandis que chacun tentait de reprendre une vie normale, une question continuait de les hanter. Ce trou ne les lâchait pas. Quelle était la source de cette lumière? Qu'avait-il aperçu dans les profondeurs? Pourquoi le gouvernement voulait-il empêcher à tout prix que quelqu'un l'étudie? L'un des chercheurs devint obsédé par l'affaire. Il fouilla d'anciens archives, interrogea d'anciens habitants d'Ellensburg et tenta d'en apprendre davantage sur l'histoire du lieu. Ce qu'il découvrit était troublant. Des récits d'événements inexpliqués dans la région remontaient à des décennies, voire des siècles. D'anciens documents faisaient état d'apparitions étranges, de disparitions inexpliquées et de sons provenant des profondeurs de la Terre. Puis vint un rebondissement inattendu. L'un des chercheurs, celui qui voulait abandonner par peur, reçut un mystérieux colis. À l'intérieur se trouvait une vieille bobine de film, une carte et un message contenant seulement 3 mots. Il y en a d'autres. Intrigué, il examina la carte. Elle indiquait un lieu, non pas dans l'État de Washington, mais au Nevada. Un autre gouffre, caché au cœur du désert. Était-ce possible? Mel's Hole n'était-il pas unique? Était-il simplement l'un parmi d'autres? La bobine de film contenue dans le colis révéla des images qui lui glacèrent le sang. Des séquences floues d'un abîme profond, suivies d'expériences troublantes. Des tests menés sur des animaux descendus dans le trou, puis une ombre mouvante, indistincte, tapie dans l'obscurité. Il comprit alors qu'il n'était pas le seul à ne pas pouvoir oublier ce qu'ils avaient découvert. Mais cette fois, il ne comptait pas revenir sans préparation. Cette fois, il voulait des réponses, même s'il savait que la vérité pouvait être plus dangereuse qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il rassembla ses anciens camarades. « Je sais ce que vous pensez. Je sais que nous devrions laisser tomber. Mais regardez ça. » En visionnant la bobine, leur scepticisme laissa place à une peur profonde. L'un d'eux murmura « Ce n'est pas possible. » Mais il savait qu'il n'avait plus le choix. Il devait y retourner. Les préparatifs commencèrent. Ils se procurèrent de nouvelles caméras, des cordes plus solides, des dispositifs de vision nocturne et des combinaisons de protection. Cette fois, ils seraient plus prudents. Cette fois, rien ne les prendrait au dépourvu. Le voyage vers le Nevada fut long et éprouvant. Pendant le trajet, presque personne ne parlait. Chacun était perdu dans ses pensées. Et si ce second trou était encore plus dangereux? Et s'ils n'étaient pas seulement observés, mais réduits au silence, cette fois définitivement? Lorsqu'ils arrivèrent enfin à destination, ils découvrirent une base militaire abandonnée. Les bâtiments étaient délabrés, mais le sol portait des traces récentes. Quelqu'un était passé ici, il y a peu. Un vieux panneau d'avertissement indiquait que l'accès était strictement interdit. « On est prêt ?» demanda l'un d'eux à voix basse. Un hochement de tête collectif répondit. Puis ils pénétrèrent dans l'enceinte, sans savoir qu'ils venaient de prendre la décision la plus dangereuse de leur vie. La nuit était sans lune lorsque les chercheurs pénétrèrent dans la base militaire abandonnée. Les bâtiments étaient en ruine, des clôtures rouillées entouraient le site, mais il était évident que cet endroit n'avait pas été totalement déserté. Des traces de pneus récentes marquaient la poussière. De nouvelles caméras surveillaient les vieux miradors. Quelqu'un observait encore ce lieu. Le cœur battant, ils avancèrent à travers l'enceinte. Sur la carte envoyée avec le mystérieux colis, un point précis était marqué. Une ouverture dans le sol, semblable à Mel's Hole. Mais cette fois, ils savaient qu'ils avaient affaire à quelque chose de bien plus qu'un simple phénomène géologique. « C'est là !» murmura l'un des chercheurs en désignant un large puits circulaire creusé dans le sable du désert. Contrairement à Mel's Hole, celui-ci était entouré d'une structure métallique, comme si quelqu'un avait tenté de le renforcer ou de le sceller. Les parois étaient couvertes de plaques, certaines rouillées,
d'autres semblant récentes. Lentement, ils s'approchèrent. À mesure qu'ils atteignaient le bord, une étrange froideur s'élevait des profondeurs. L'un d'eux sortit une pièce de monnaie de sa poche et la laissa tomber. Ils attendirent. Aucun bruit, aucun impact. Avec précaution, ils descendirent une caméra équipée d'une lumière. L'image trembla, puis ils virent le faisceau de leur lampe se perdre dans l'obscurité. À environ 60 mètres de profondeur, des interférences commencèrent. Puis soudain, une lueur étrange et pulsante apparut à l'écran. Elle vibrait d'un rythme presque vivant. Puis, un mouvement. Soudain, un son retentit, profond, vibrant, résonnant à travers leur corps. Ce n'était ni le vent, ni un écho. C'était autre chose. « On s'en va !» siffla l'un d'eux, mais il était déjà trop tard. Une lumière inonda le site, des projecteurs, des moteurs rugirent, des hommes en combinaison de protection surgirent des ombres. Les chercheurs n'eurent qu'un instant pour jeter un dernier regard au puits, puis ils furent saisis. De nouveau, l'obscurité. Lorsqu'ils se réveillèrent, ils étaient dans un laboratoire souterrain, des murs d'acier glacial, le bourdonnement de machines. L'un d'entre eux manquait encore à l'appel. Une porte s'ouvrit. L'homme en costume entra, le même que la dernière fois. « Vous vouliez des réponses ?» dit-il calmement. « Eh bien, les voici. » Il pointa un écran du doigt. On y voyait une image du puits. Quelque chose en émergeait, une créature dont la silhouette n'avait rien d'humain. Elle ne bougeait pas comme un animal, ni comme un homme. C'était autre chose. « Ces trous ne sont pas de simples gouffres, » poursuivit l'homme. « Ce sont des portes, et ce qu'il y a de l'autre côté ne nous est pas destiné. » Il se tourna vers eux. « Vous avez un dernier choix. Travaillez pour nous ou disparaissez comme tous les autres. » Les chercheurs savaient qu'il n'y avait pas d'échappatoire, mais l'un d'eux fit l'impensable. Il se précipita vers le panneau de contrôle, appuya sur une touche, et l'écran afficha une image en direct du puits. Un rugissement résonna dans la pièce. Quelque chose remontait. Les hommes, en combinaison, crièrent, s'enfuirent. Puis, le silence. Un grondement assourdissant emplit la salle. Les parois métalliques tremblèrent. La température chuta brutalement. L'un des chercheurs haleta en voyant du givre se former sur sa peau. Ce puits, ce n'était pas juste un passage, c'était un pont entre deux mondes. Les chercheurs reculèrent tandis que des ombres s'élevèrent des profondeurs. Ils ne voyaient pas clairement ce que c'était, mais ils le ressentaient. Une présence, une force ancienne qui n'aurait jamais dû être perçue par des yeux humains. L'homme en costume, si impassible jusque-là, était devenu livide. Il s'acharnait frénétiquement sur une console, mais il était trop tard. Soudain, une déchirure dans l'air, comme si l'espace lui-même se fracturait. Des voix distordues, étrangères, résonnèrent dans le laboratoire. Puis tout fut englouti par les ténèbres. Lorsqu'ils rouvrirent les yeux, ils étaient de nouveau en surface. La base militaire avait disparu. Plus de bâtiments, plus de miradors, rien. Seulement du sable scintillant sous la pâle lueur de l'aube. Le puits, il n'était plus là. Ou peut-être n'avait-il jamais existé. Ils se regardèrent en silence. Aucun mot ne fut prononcé. Ils savaient que personne ne les croirait. Et peut-être était-ce mieux ainsi. Dans les jours qui suivirent, ils cherchèrent des traces de la base, des images satellites, n'importe quelle preuve de ce qu'ils avaient vécu. Mais il n'y avait rien. Aucun dossier, aucun rapport. Le monde avait oublié le puits où quelqu'un avait effacé son existence. L'un des chercheurs reçut un dernier message sur son téléphone. Un numéro anonyme. 3 mots seulement. « C'est encore ouvert ». Il effaça le message, ferma les yeux et espéra que c'était un mensonge.